Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous toutes et tous d'être ici ce soir. Et merci pour ce partage, Cyril. Alors j'ai un scoop pour vous, pour rebondir sur ce défi fou de Cyril. Cyril va revenir à la nage depuis Biarritz jusqu'à Paris, en passant par l'embouchure de la Seine. Ça s'agite un peu, mais ça va être la prochaine étape de son défi. Alors personnellement, j'ai toujours rêvé d'être Michel Drucker, donc je suis ravi aussi d'être ici ce soir, accompagné par Florent sur un canapé rouge. Je suis Guillaume Ledy, je suis directeur éditorial du Studio de l'ADN, et effectivement, ce soir, on s'est fixé pour mission, et c'est pas une mission facile, de se poser cette question de qu'est-ce que c'est qu'être une marque éthique à l'ère de la permacrise. Alors il se trouve que on a le plaisir d'accompagner les équipes de One-to-One Expérience Client depuis maintenant 2 éditions, mais cette année, ça nous fait encore un lien avec Cyril, c'est qu'on coproduit un podcast qui s'appelle L'éthique sans filtre et que je vous encourage à écouter si ce n'est pas déjà fait. On est sur toutes les plateformes. Voilà pour l'instant promo. Mais rassurez-vous, cet instant promo a un rapport avec ce dont on va parler ce soir, puisqu'il ne vous aura pas échappé que l'éthique, c'est chic. Alors c'est chic, mais pas seulement. Ce concept d'éthique qui vise à agir en fonction d'une boussole morale peut être aussi efficace économiquement que socialement. Intégrer des critères moraux au fonctionnement de son entreprise, ce n'est pas une lubie de néo-hippie un peu agité, ni un sujet à cantonner aux seules initiatives RSE de sa boîte. Tenir son cap moral à tous les échelons pourrait au contraire être une façon de survivre à ce fameux concept de permacrise. Alors là, normalement, un camarade dans la salle devait hurler perma quoi. Bon, la permacrise, donc c'est le terme qui apparaît 2 jours dans un journal britannique, les colonnes du Sunday Times, qui apparaît 2 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sous la plume d'un journaliste anglais qui s'appelle donc Josh Glancy, là je relis mes notes, et qui écrit « Nous vivons, semble-t-il, dans une période de crise permanente ». Permanente, crise, et en anglais ça sonne bien, ça fait permacrisis. Il a inventé un mot, du coup il a inventé un vocable, et nous ça à l'ADN on adore les gens qui inventent des vocables parce qu'ensuite on s'en saisit et on dit ok, permacrisis ça veut vraiment dire quelque chose de l'esprit de l'époque. Je ne vais pas vous faire que des mots dans des langues étrangères, mais du zeitgeist comme certains l'appellent, l'esprit de l'époque, cet état de crise permanente auquel on doit bien s'adapter, auquel on doit bien se réajuster en permanence. Alors je ne vais pas vous faire la succession de crises à laquelle on fait toutes et tous face, ce n'est pas vraiment l'ambiance du one-to-one expérience client et ce n'est pas l'idée de ce soir, mais quand même, on peut dire qu'il y en a une qui est en train de frapper à la porte de nos bureaux, c'est celle de la révolution de l'intelligence artificielle, dont on reparlera au cours de cet événement et des jours suivants. Donc le terme de permacrise a été élu mot de l'année par le dictionnaire Collins en Grande-Bretagne, et il a fait son chemin. Et il nous permet de nous poser un certain nombre de questions. Parce que comment on réagit en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'entreprise, à l'ère de la permacrise? Est-ce que, en fait, il faut devenir éthique pour être plus résilient? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'en étant un petit peu plus moral et un peu plus éthique, on peut devenir plus résilient? Est-ce que des labels comme des certifications, des labels comme B Corp, et on va en reparler avec Florent, suffisent pour une marque à l'heure où les citoyens, les consommateurs, les clients, qui sont souvent les mêmes personnes, ça ne vous aura pas échappé, sont aussi de plus en plus exigeants? Donc ça fait plein de questions. Je suis ravi de voir qu'il y a la moyenne d'âge de ce que je vois de loin dans le flou avec ma vision de vieux est plutôt jeune ce soir. Donc c'est plein de questions extrêmement intéressantes qu'on va explorer pour cette petite demi-heure du coup, qui je l'espère vous permettra d'engranger quelques idées et surtout de la motivation, parce qu'on n'est pas là pour s'apesantir sur le contexte, même si ma première question à Florent va porter là-dessus. Je ne vais pas soliloquer sur cette question, on est en mode conversation avec Florent. Florent, vous êtes expert en stratégie développement durable et en RSE au sein de l'agence Utopie. Déjà bonsoir, merci d'être parmi nous et bienvenue. Vous avez d'abord passé 10 années en management de direction financière. Faut peut-être l'allumer, tiens. Vas-y, refais un... Bonsoir. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous avez passé 10 ans en management de direction financière en France et aux États-Unis, avant d'intégrer donc Utopie et de développer et de gérer son pôle impact au pluriel. En parallèle, vous avez fondé, vous dirigez depuis 2020 le MBA spécialisé communication RSE et développement durable de l'EFAP Paris. Donc ça tombe bien par rapport à la question qu'on se pose ce soir. J'aimerais quand même, alors j'ai dit qu'on n'allait pas lister toutes les crises, mais il y a quand même
une crise qui est majeure et qui est un peu la mère de toutes les suivantes, qui est évidemment celle liée au dérèglement climatique. Est-ce que dans le contexte, finalement, est-ce que c'est des choses que vous avez vu venir et est-ce que ça fait partie des crises auxquelles vous devez vous adapter ou adapter les entreprises que vous accompagnez? Oui, merci Guillaume. S'il y a un chiffre à retenir sur le climat, c'est qu'il faut un Covid tous les ans pour atteindre les accords de Paris. Réduire, arriver à une trajectoire de 2 degrés, c'est un Covid tous les ans à l'échelle mondiale. Pour arrêter l'économie, c'est ça? Pas pour arrêter l'économie, c'est-à-dire qu'on a quasiment mis à l'arrêt un trimestre par an l'économie au niveau mondial. Ça nous a permis d'atteindre les accords de Paris cette année-là. Okay. Et donc c'est pour vous montrer l'échelle des révolutions en cours quand on s'attelle au changement climatique. Ça, c'est une des crises majeures puisqu'elle remet en cause énormément de nos modèles économiques. Il y a évidemment d'autres types de crises. La crise de la biodiversité. Il y a un institut de Stockholm qui liste 9 limites planétaires, qui est paru dans des revues scientifiques Nature. On en a dépassé déjà 6 sur l'occupation des sols, sur la biosphère, je ne vais pas les lister. Mais il y a vraiment un contexte de crise, de permacrise, qui est tout à fait juste, d'un point de vue environnemental, permacrise d'un point de vue social aussi, où on voit une grosse montée des inégalités dans des pays, crise démocratique aussi, où beaucoup de démocraties vacillent. Et puis, à côté de ça, évidemment, le capitalisme, etc., a amené un niveau de croissance et de prospérité et de confort pour beaucoup de populations. Donc, c'est comment on arrive à concilier ce modèle de société dans une limite planétaire. Mais justement, alors c'est tout le sens de notre conversation, c'est s'interroger sur l'impact et la façon dont les entreprises peuvent prendre leur part dans cette transformation qu'on doit toutes et tous appeler de notre vœu si on veut continuer à vivre sur une planète habitable. On confie beaucoup de responsabilités aux entreprises, hein, et que ce soit les médias ou une partie des citoyens, des consommateurs et des ONG. Est-ce que déjà on fait bien? Est-ce qu'elles ont vraiment un rôle à jouer là-dedans? Et puis, ça signifie quoi de se transformer dans le cadre qu'on vient de lister? Alors, on confie beaucoup de responsabilités dans le cadre souvent de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui depuis 30-40 ans accompagne les transformations des collectivités, des entreprises, pour qu'elles soient plus responsables sur le volet gouvernance, sociale, environnementale. Donc elle le fait très bien. Après, elle est de plus en plus stratégique au COMEX des entreprises pour transformer les modèles des entreprises et la création de valeur. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu l'émergence de label B Corp, tu en parlais tout à l'heure, aux États-Unis. On connaît bien le label B Corp à Utopie, puisqu'on était la première B Corp en France en 2014. Bravo. Merci. C'était pour les 20 ans d'Utopie, puisque Utopie, on a 30 ans cette année. Et je fais une petite parenthèse pour Utopie, mais donc je suis directeur conseil dans cette agence qui est aussi un think tank. Donc on publie beaucoup de notes de position sur différents sujets, sur les réfugiés ou sur les marques positives ou sur les sociétés à mission. Et vous les publiez notamment dans l'ADN parfois. Et on ça vous arrive? Exactement, ça nous arrive de publier dans l'ADN, merci beaucoup. Mais on ne se connaissait pas avant, je vous jure. Et sur notre site internet où on met en open source énormément de recherches sur la diversité économique, sur plein de thématiques qui sont passionnantes pour aider les entreprises, les acteurs à se saisir de ces sujets. Et donc B Corp, ouais. Dans tout ça, B Corp, c'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis pour justement rehausser le niveau d'ambition des stratégies des entreprises en donnant un questionnaire gratuit, le BIA, qui permet de certifier le niveau d'exigence RSE des entreprises. Donc B Corp, c'est un mouvement qui est international, qui est 4000 entreprises dans le monde actuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne liste pas uniquement les fonctions opérationnelles de l'entreprise. Est-ce que j'ai un bon fonctionnement? Est-ce que j'ai fait mon bilan carbone, etc. Est-ce que je traite bien mes salariés? Est-ce que l'écart de salaire n'est pas trop différent entre le plus bas et le plus haut, etc., etc. Ça, c'est la partie des impacts opérationnels de l'entreprise. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais ce que fait B Corp en plus, c'est de noter les IBM, les Impact Business Model, les modèles économiques à impact,
Et on gagne beaucoup de points si on a un modèle à impact pertinent. Par exemple, je vends du service, de l'usage à la place d'un produit que je fabrique non-stop. Donc c'est comme ça qu'on permet d'avoir beaucoup de points. Et donc l'idéal, c'est d'avoir des points sur la partie opérationnelle et des points sur les IBM, où il y en a 23 différents. Donc si toutes les entreprises étaient Bicorp, déjà on s'en sortirait mieux. Je note un peu le propos, mais si on en revient à cette notion de stratégie des marques, puisque vous évoquez le fait que tout doit changer, c'est tout le paradigme de l'entreprise qui doit changer avec ces fameux IBM. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de marques, justement, on dit marque éthique, est-ce que quand on vous dit marque éthique, il y a des exemples concrets qui vous viennent en tête? Moi, je peux citer quelques bicorps, évidemment, comme Utopie, mais sinon, comme il y a des bicorps connus en France, c'est Veja, Camif, les vins OE, par exemple. Là, je lisais cet après-midi, le directeur des vins OE, il décide d'enlever les capsules qui sont que des déchets. Vous savez, les petites étiquettes en aluminium qui sont tout en haut, qui protègent le bouchon, c'est du déchet. Donc lui, il a réussi à faire de se passer de ce déchet et il essaye de motiver toute l'industrie pour les enlever. C'est ça aussi le mouvement Bicorp, c'est des interdépendances et c'est essayer de bouger les lignes des industries. Il y a aussi le slip français qui est aussi hyper intéressant comme exemple parce que c'est de la relocalisation. Donc il a beaucoup de bon sens dès le début, le directeur, pour relocaliser et être fier de son entreprise. Et on l'accompagne notamment sur la stratégie climatique de son entreprise pour bien choisir ses combats. Et une fois qu'on a choisi ces combats, qu'on a mis en place cette stratégie, il faut effectivement communiquer dessus. On parle de marque, de communication autour de cette nouvelle façon de faire. Est-ce que là-dessus, il y a aussi des choses à faire pour éviter de se faire taxer de ethic washing, puisqu'on a greenwashing, social washing, le prochain, c'est sans doute l'ethic washing. Comment on fait pour éviter ça et pour communiquer de façon transparente peut-être dessus? C'est peut-être une première étape. C'est le bon mot, transparent, Guillaume. La communication, elle doit venir après la stratégie. Elle doit être pensée. Et donc, pour éviter le greenwashing, c'est vraiment, déjà, il y a des règles de base qui sont édictées par l'ADEME. Il y a des publications de place qui encadrent les communications, qui donnent des recommandations. Mais au-delà de ça, c'est la stratégie de l'entreprise. La marque, c'est la vitrine de ce que fait l'entreprise. Donc il faut vraiment penser la stratégie et la communiquer de manière très transparente. J'ai cité Veja tout à l'heure, c'est une bonne pratique de la communication de marques puisqu'ils affichent de manière très claire sur leur site internet ce qu'ils font bien et surtout ce qu'ils ne font pas bien et là où ils ont envie de progresser. Et donc c'est une manière humble de se dire que le combat est compliqué, mais qu'on avance les pions petit à petit sur des choix et des renoncements. Et c'est pas pour ça que les clients les fuient et partent vers non, exactement. une Tout le marque monde de comprend bien ce qui se joue pour les entreprises à l'heure actuelle, c'est d'offrir la même qualité de service, voire mieux, mais en comprenant les limites planétaires. Il y a une théorie que vous connaissez peut-être, la théorie du donut, agir économiquement sous le plafond environnemental des limites planétaires et au-dessus du plancher social. Et donc c'est vraiment enserrer le PIB quelque part entre l'environnement et le progrès social. Et ça fonctionne aussi au niveau des entreprises. Hein. Ça guide une stratégie RSE souvent, ouais. Ça a été décliné, c'est une théorie économique de l'économiste britannique Kate Raworth. Et effectivement, la décliner au niveau de son entreprise peut être intéressant comme première réflexion et peut-être première étape vers la labellisation Bicorp ou toute autre labellisation. Hein, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas qu'une seule, mais celle-ci est quand même très exigeante. Donc ça permet effectivement de prendre tout ça en considération et de communiquer de façon effectivement plus transparente dessus, puisqu'il y a des éléments à communiquer. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des choses à démontrer et des choses sur lesquelles on peut mettre en place un discours de preuve plutôt que communiquer de façon un petit peu absurde et dans les nuages en balançant des mots-clés sans que ce soit fondé sur quelque chose de réel. Ouais. C'est quand même un truc qu'on peut aussi, un petit truc et astuce qu'on peut aussi donner aux gens dans la salle. Ouais. On a, en plus de ces recommandations, là, on a deux convictions à Utopie très fortes. C'est que l'offre crée la demande, mais ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que si on a vraiment une conviction forte sur des produits qui sont responsables et qui sont bons pour le monde, il faut y aller. Il y aura la demande plus tard. Et il faut mettre les budgets
adéquate sur la communication pour pousser l'offre. Donc c'est vraiment ça, c'est que la stratégie de marque, elle doit être au service de ces mutations et assumée. Il y aura des échecs comme toute stratégie, mais il faut l'assumer. Et donc ce choix de l'offre qui fait la demande, c'est qu'on accompagne par exemple l'entreprise Expansion, ce qui est aussi une Bicorp. La marque Mustela, elle est intéressante pour ça. C'est les produits pour des lingettes, par exemple, jetables. Que dit la loi? Elle dit qu'en 2040, il n'y aura plus de lingettes jetables, parce qu'évidemment, il y a trop de pollution. Mustela se dit, avec cette réflexion stratégique, c'est beaucoup trop tard 2040 pour gagner les crédits environnemental et de réputation. En 2027, j'arrête les lingettes, dans 4-5 ans. C'est 20% de leur chiffre d'affaires, donc c'est énorme pour aller à l'échelle d'une marque. Et donc ils doivent mettre en place cette stratégie, bien la communiquer pour que les clients aussi comprennent leur choix et leur réflexion. Donc ça passe, c'est le même exemple que tout à l'heure avec les vins. En fait, ça passe aussi par renoncer à un certain nombre de business, de choses qui fonctionnent. Enfin, là, en l'occurrence, le vin, il peut faire des économies en même temps, donc tant mieux. Mais Mustela, c'est clairement, on renonce à une partie du business, du chiffre d'affaires. Et on se dit qu'en communiquant dessus, ça va peut-être nous ramener des clients sur d'autres aspects. C'est ce qu'a bien fait Camif, Emery Jacquilla, qui est à la tête des sociétés à mission. Il a renoncé au grand import, c'est-à-dire des produits qui viennent de Chine, pour se concentrer sur la production en Europe. Donc il n'a plus aucun fournisseur qui sont hors européen. C'est hyper intéressant parce qu'évidemment, ça lui fait des difficultés phénoménales de logistique et de choix, mais c'est un choix fort pour comprendre ce qui se joue actuellement. Un autre exemple, c'est la station de Tignes, au ski. On a fait un bilan carbone pour eux. Il a intervenu dans un webinaire la semaine dernière et il explique qu'ils ont fait le choix de ne plus attirer les touristes américains, c'est-à-dire de ne plus dégager du budget marketing aux États-Unis pour faire venir les Américains. Parce qu'ils sont trop loin. Parce qu'ils sont trop loin et que ça pèse trop dans leur bilan carbone de la collectivité. Et c'est vraiment ça. On est dans une charnière de modèles qui sont en train d'être chamboulés. Donc ça, c'était une conviction. Et la deuxième conviction, c'est vraiment qu'il faut investir les moyens suffisants en com. Parce que très souvent, on peut avoir des bonnes idées. Et si on les communique trop timidement, on ne donne pas les moyens, on ne donne pas sa chance au produit, entre guillemets. Camif me fait penser aussi à ce nouveau peut-être modèle économique que vous avez évoqué un peu tout à l'heure, qui est celui de l'usage. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre, on va plus aller vers la location. On a l'exemple de Decathlon qui propose un certain nombre de choses là-dessus, mais c'est pas parce qu'on est... il ne faut pas être juste une immense marque avec un capital sympathie gigantesque en France pour pouvoir passer à une économie de l'usage et se dire, tiens, et si en fait au lieu de vendre, on évoquait les vélos tout à l'heure hors scène, mais de vendre des vélos à ses enfants tous les 2 ou 3 ans. Et si finalement je proposais une location longue durée, finalement je rentre même en plus dans mes frais en tant que marque et en abonnement finalement je fais presque plus de chiffre d'affaires. Exactement, voilà. Il y a vraiment une explosion de cette économie de la fonctionnalité chez plein d'acteurs. C'est venu des stratégies RSE des entreprises depuis 5-10 ans. Ça ne vient pas de nulle part. Donc c'est vraiment la RSE est stratégique pour ça, puisqu'elle chamboule les modèles. Et je vous réfère aux publications qu'on a fait Utopie en collaboration avec Bicorp France, qui explique tous ces modèles économiques à impact sur notre site internet, sur le climat, la biodiversité et la diversité. Et pour ne pas prendre trop de temps à nos camarades dans la salle, on va peut-être passer à la façon justement de mieux s'adapter. On dit que le changement passe souvent par l'individu avant de passer par les entreprises, etc. Mais comment finalement, face à cette situation de permacrise, je parlais de résilience, qui est un mot aussi assez à la mode en ce moment, sobriété, résilience, etc. Mais est-ce que vous avez des exemples de groupes, des pratiques qui aident à justement aller vers cette transformation-là, si jamais vous avez envie dans le public d'aider votre boîte à évoluer? Comment on fait? On a différents moyens. C'est déjà, selon les sujets, c'est déjà d'avoir une diversité de points de vue au-delà de sa propre entreprise. Donc, quand vous allez concevoir des offres, des produits, une appli, etc., c'est de ne pas rester uniquement dans l'équipe projet, mais d'ouvrir la conception à des critiques, à des partenaires, clients et voire ONG. C'est hyper riche, c'est ce qu'on fait de manière historique dans les stratégies RSE, c'est d'aller questionner ceux qui critiquent pour améliorer le produit.
Typiquement, sur l'impact du numérique, du digital, l'éléphant dans la pièce, c'est les problèmes de santé publique que génèrent les écrans chez les tout petits, les enfants, les ados. Les boomers aussi. Les boomers aussi, possiblement. Santé mentale, santé physique, attention. Et donc, c'est vraiment important de concevoir, d'améliorer l'éthique des pratiques du numérique de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de publications du Haut Conseil pour la santé publique qui listent tous ces sujets. On parle de permacrise. C'est aussi anticiper les crises dans 10-20 ans. Donc là, on parlait des crises passées, climat, etc. Quoi, passé. Mais c'est travailler à atténuer les crises dans 5, 10, 20 ans. Je bifurque un peu sur ta question. Ouais. Sur la partie, je reviens à ta question initiale sur la partie RSE, comment on s'équipe. Je disais donc écouter les potentiels critiques parce que ça fait s'améliorer. C'est aussi s'entourer de jeunes. Il y a beaucoup de mouvements étudiants et de jeunes qui veulent aussi amener leur pierre à l'édifice et donc bien travailler entre générations. C'est lire des rapports critiques. Il y a aussi Communication et démocratie qui fait un super travail pour proposer des régulations au côté commercial, puisque quand on pense qu'à vendre, évidemment, on n'est pas dans l'ère de la sobriété. Et le contexte de permacrise nous incite à la sobriété. Et on parle de beaucoup, là, on parle de changement de paradigme, de changement de modèle, de façon de faire bouger les choses. Là-dessus, moi j'ai ma petite obsession sur ces sujets-là, c'est la question de l'imaginaire. Et la question de l'imaginaire, en fait, les marques et la com ont un rôle fondamental à jouer dans la façon dont collectivement on envisage ces questions-là et on envisage la façon peut-être de sortir ou pas de la situation de permacrise dans laquelle on est. On voit dans les récits de science-fiction récents, c'est plus des dystopies. On est passé du vouvoiement au tutoiement au cours de la conversation, ça veut dire que ça s'est bien passé. Tu es dans une agence qui s'appelle Utopie. Du coup, comment on fait pour jouer sur ces imaginaires? Est-ce que c'est aussi un déterminant qu'il faut prendre en compte quand on met en place une stratégie RSE, quand on met en place une stratégie de communication éthique? Est-ce que c'est un terme qui te parle? Oui, on travaille beaucoup sur ces sujets d'imaginaire, de l'influence, parce qu'il faut donner envie aux personnes de changer, il faut leur donner l'information, et surtout donner envie. Si on ne donne pas envie, rien ne se passe. Je rappelle juste qu'un quart de l'empreinte carbone, si on veut atteindre les accords de Paris, c'est propre aux individus. 3/4, c'est entreprises et État. C'est une étude de Shift Project qui est intéressante parce qu'on met trop la pression sur les individus personnellement. Si on réduit notre part de viande ou d'avion, etc., qu'on remplace notre chaudière, c'est qu'un quart de l'effort qu'il faut faire. Le reste, 3/4, c'est entreprises et État. Donc, en gros, l'effort, il est collectif. Et donc, pour embrasser ces changements, il faut renouveler l'imaginaire dans la créativité, dans les publicités. C'est pour ça que Cyril Dion crée Newtopia, etc. Il y a beaucoup de mouvements sur la part des contenus médias sur ces nouveaux sujets. Ouais. Ça me fait penser à une citation du patron d'une grosse boîte qui s'appelle Nexans, qui n'est pas très connue. On l'avait interviewé enfin pas très connue, qui est une grosse entreprise, mais qui communique pas trop. Et on l'avait interviewé dans l'ADN. Nexans, ils mettent des câbles partout, ils électrifient notamment le territoire français. Et son patron a un discours là-dessus assez intéressant. Je m'étais noté la citation. Je vais donc vous la lire pour aller doucement vers la conclusion et vous libérer. Mais il nous dit: l'entreprise fait face à beaucoup de critiques écologiques, sociales, économiques. Par ailleurs, nous sommes passés dans un monde de permacrise. Ben, ça tombe bien, puisqu'on l'utilise aussi. Des crises permanentes et qui s'empilent, géopolitiques, cybernétiques, climatiques et sociales. Le dirigeant d'aujourd'hui a un devoir de lucidité. Je trouve que cette phrase, elle est importante. Notre responsabilité en tant que dirigeant est de créer un nouveau récit, de travailler sur le temps long. Certains vont être frustrés, angoissés. Je pense au contraire que c'est le temps de la réinvention et que c'est le temps de tous les possibles. Voilà. Donc un peu de positif, un peu d'enthousiasme et de verre à moitié plein, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Bicorp est un des outils à utiliser. On a une sensibilisation collective et une responsabilité collective, chacun à notre niveau. Et puis on peut aussi passer par des stratégies, des petites techniques de nudge.
que ce soit à notre niveau de nos entreprises ou plus globalement, ça peut être intéressant. Ouais, les sciences comportementales aident beaucoup à faire ça, pour passer les messages et puis rendre plus désirables ces changements. Parce que il faut seulement 21 jours pour changer d'habitude. On peut rapidement changer et être fier des usages qu'on fait d'un nouveau produit s'il est plus responsable. Ouais. Donc 9 jours pour descendre de Paris à Biarritz à vélo, 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Je pense que ça nous fait une bonne petite conclusion et ça clignote à 0. Écoutez, moi je suis très heureux quand je termine sur le gong. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux qu'on termine à peu près à l'heure. Merci de votre attention. On vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous pour d'autres conférences au cours des 2 prochains jours. C'est dans le programme, ça va être aussi intéressant que celle-ci, je l'espère. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée.